Alors, du coup, on a relevé le gant avec une des panélistes. Sonia, merci d'être avec nous. C'était prévu que tu sois en ligne. Mais merci de m'avoir invité. Bonjour depuis Paris. Bonjour, bonjour, merci. Donc en fait, toutes les deux, on va faire une petite intro qui sera faite un peu au pied levé, mais je pense qu'il peut être quand même intéressante parce que on est toutes les deux, enfin en tout cas, moi je me sens vraiment impliquée sur ces sujets-là et encore plus de ton côté, Sonia, parce que tu es carrément dans une association et tu vas nous en parler sur Oui, l'inclusivité de l'IA. Et ce que je vais faire, comme c'était un peu brûle pour point, mais je pense que c'est important d'avoir en tête ce qui peut se passer sur les dérives de l'utilisation des données, en particulier pour l'IA. Eh bien, je vais essayer de compléter le message de Sonia avec des exemples réels que j'ai pu croiser récemment et qui vous permettront de, peut-être sur d'autres sujets, alors moins scientifiques, mais de vraiment vous rendre compte de ce qui peut se passer. Voilà, je pense que quand on sait du pragmatique, on voit. Et on ira ensuite un peu sur la discussion et les solutions. Donc voilà, et puis j'appellerai aussi les autres membres de la table ronde qui viendront juste un peu après, je pense, pour nous rejoindre. Alors finalement, du coup, merci Sonia de faire une introduction déjà de toi et puis aussi de ce que tu fais pour le Cercle Interrel. Je te laisse te d'accord. présenter. Je sais que tu as préparé des petites choses pour nous. Et merci, c'est vraiment un Oui, plaisir de t'accueillir en virtuel, mais on te voit bien. Je ne sais pas si merci. tu vois le setup. Il y a une salle remplie. Ici, on est Je à te peu vois près. toi, parce Voilà. que oui, oui, ah, c'est pas mal. Voilà. Bon, genre, bon, merci, merci beaucoup Catherine. Bonjour à tous et à toutes. J'aurais adoré être avec vous à Lyon, mais j'ai des contraintes aussi professionnelles. Rendez-vous client ce matin et voilà. Donc, mais je suis très, très contente de participer avec les moyens modernes. Alors, donc comme dit Catherine, moi je m'appelle Sonia Abécassis Leland. Bon, je suis une Bretonne d'adoption. Et donc merci encore cette invitation. Et en deux mots, je travaille à la direction financière d'IBM Europe, au centre des fusions-acquisitions pour IBM. Et à ce titre, en tant que IBMer, je participe à un groupe de travail qui s'appelle Familia du Cercle Interrel. C'est un groupe de travail pérenne du Cercle Interrel. Et qu'est-ce que c'est que le Cercle Interrel? C'est une association qui regroupe des réseaux mixité de 15 entreprises dans le secteur technologique. Donc, par exemple, IBM appartient à cette association depuis près de 20 ans. D'ailleurs, c'est une des entreprises fondatrices. Et donc, on a nos collègues de Lenovo, de SAP, de GE, etc. Voilà, pour vous donner un peu le cadre. Donc, le Cercle Interrel œuvre pour l'égalité pro dans les entreprises et depuis 2017, étant donné l'impact sociétal et économique de l'IA, il nous a paru légitime, même impérieux, de nous pencher sur le sujet. Et nous avons conçu un document qui s'appelle un pacte pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste. On pourra en parler après, si vous voulez. Et ce pacte a été signé par de nombreuses entreprises du Cercle Interrel, d'une part, par des écoles d'ingénieurs, d'autre part, et aussi par des startups, du monde des startups, et puis au-delà. Donc, il est associé avec une boîte à outils et un ensemble de bonnes pratiques pour mettre en œuvre donc cette IA nous on appelle l'IA de confiance. Voilà. Voilà. Bon, l'introduction. Voilà qui j'étais et pourquoi j'étais là. Alors, Catherine, on parlait un peu avec Catherine. On va parler on va parler principalement des biais dans l'IA, parce que vous savez, les IA c'est des outils préparés par des humains pour des êtres humains, donc forcément ils reflètent les comportements qu'on peut avoir, même inconsciemment. C'est parce qu'ils sont ancrés en nous, ils sont façonnés par notre éducation, par notre culture et par notre expérience. Donc, vous avez peut-être une idée, mais je préfère vous dire ce que sont une définition plus précise des biais dans le cadre qui nous intéresse. Et je reprends un extrait de notre pacte pour une IA responsable et non sexiste. Un biais, c'est une conviction. Voilà ce qu'on avait défini. Un biais, c'est une conviction, une croyance acquise
implicites, qu'elles soient positives ou négatives, et dont le résultat sont des pensées ou des actions qui peuvent désavantager ou exclure un individu ou un groupe. J'en distingue deux. Des biais qui sont sociaux, et donc qui vont entraîner une discrimination envers une personne, un groupe ou des idées, des croyances en raison du sexe de la personne. Je dis sexe, hein, pas genre. Ses origines ethniques, sa classe sociale, son orientation sexuelle, etc., etc. Vous en avez beaucoup à l'esprit, j'en suis sûre. Et dans la prise de décision clinique, par exemple, puisque nous sommes avec Bayer dans un contexte médical, life science, vous avez certains membres d'une équipe qui peuvent être écoutés, tandis que d'autres ne sont ignorés. Et pourquoi? Parce que on a des préjugés qui fait qu'on va plus écouter une personne plutôt qu'une autre. Et donc, c'est un peu un problème. Vous voyez tout de suite le problème dans des équipes où il faut absolument travailler l'équipe, il faut avoir confiance dans ses pairs et un respect. Et donc, si vous avez ce genre de biais sociaux, ça peut entraver le fonctionnement de l'équipe. Et même parfois, ça s'est vu, je pense que Catherine donne des exemples où un diagnostic est pas établi immédiatement à cause de ce genre de biais. Donc, des conséquences qui peuvent être dramatiques. Il y a aussi des biais culturels. C'est le comportement qui consiste à interpréter puis à juger des phénomènes selon les normes inhérentes à notre propre culture. J'aime bien donner cet exemple qui s'appelle le biais de confirmation. Parce que nous, à la finance, on peut le subir aussi. Le biais de confirmation, c'est vous prenez en compte que quand vous établissez un business case, par exemple, vous prenez en compte seulement les éléments qui vont conforter l'idée que vous avez en tête. Par exemple, je veux chiffrer ce projet à temps, et ben je ne vais prendre que les éléments qui font que ce projet il est chiffré à temps. Voilà. Et in fine, c'est pour ça que vous avez des mauvaises surprises en fin de projet après. Voilà. Donc biais sociaux et biais culturels, rien qu'avec ces deux-là, vous couvrez pas mal de dérives possibles. Catherine, tu veux peut-être donner des exemples? Oui, tout à fait. Alors, on va passer sur mon ordinateur. Je vais vous parler. Alors, je ne prends pas du tout des exemples dans la science directement parce que je trouve qu'en fait, on peut être bon pour les voir et puis ensuite se rendre compte plus pragmatiquement sur des choses qu'on connaît, puis après se dire ouh là là, dans la science, il va falloir que je fasse attention. Donc, je vais vous parler d'une expérience où on a reçu une designer ici. On a fait une magnifique soirée au Life Hub. C'est Nathalie Dupuis, c'est une Lyonnaise. Elle est graphiste. En fait, elle travaille en tout cas pour la mise en page des magazines de type Elle. Et elle a eu un sujet à faire sur l'agisme. Et comme elle est très curieuse de nature, elle s'est dit, je vais essayer, puis je vais essayer avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, elle s'intéresse à l'heure actuelle à tous les systèmes. Elle est devenue d'ailleurs formatrice après cette expérience. Elle a créé ce magazine que je vous invite à regarder, qui s'appelle Yel. Vous pouvez le trouver en ligne. Il existe d'ailleurs en 4 langues. Je crois qu'il y a du néerlandais, tout fait par IA. Néerlandais, allemand, anglais, français, suédois, je sais plus. Voilà. Et en fait, il nous confronte. En fait, ce magazine, il a été reçu comme un magazine Elle, et tout le monde s'est dit oh, mais c'est génial, mais qu'est-ce que c'est bien. Et puis, en fait, si on creuse et qu'on regarde, on avait fait venir pendant cette soirée une linguiste, etc. Eh bien, on se rend compte de la pauvreté du contenu, et puis peut-être de certains biais. En fait, si on fait vraiment attention, il y a des vrais soucis. Donc, elle parle de son expérience dans la suite, parce qu'elle a continué, et elle continue à faire ce magazine. Donc, le magazine suivant, il s'appelle IAL. Il est sorti en janvier 2024. Il y a même un joli article sur nous, sur ce qu'on fait en IA au niveau sciences. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle montre son expérience de août 2023 avec Midjourney. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, elle a demandé tout bêtement des prompts à Midjourney pour une représentation d'une femme entre 20 ans et 90 ans. Et je pense que si vous êtes comme moi,
vous allez vous rendre compte que la jeune femme de 90 ans est particulièrement bien conservée. Voilà. Donc là, c'est typiquement le problème aussi de contenu. En fait, Midjourney est aussi beaucoup entraîné sur des données, on va dire, de nos réseaux sociaux, où probablement les plus de 90 ans sont beaucoup moins ou très peu représentés, où les images d'ailleurs qui ne sont pas forcément flatteuses ne sont pas présentes, et du coup l'algorithme ne comprend pas ou ne sait pas, et en fait ça nous donne des sujets dans le magazine avec des couples très âgés où miraculeusement la femme est toujours beaucoup plus jeune que le monsieur, et puis il y a aussi des vraies représentations qui ne vont pas avec l'âge, quoi. Et si vous regardez l'exemple d'en dessous, voilà, des femmes en surpoids, des femmes très 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 obèses. Excusez-moi, j'ai l'impression de me reconnaître. Donc voilà, en fait, l'IA, elle va, avec ce qu'on lui donne, nous redonner un reflet de nous-mêmes en tant que société sur les réseaux sociaux, là en l'occurrence sur des utilisations d'images. Et je pense que du coup, ces biais-là, il faut en être très très conscient et essayer par tous les moyens de les réduire. J'ai un autre exemple sur lequel je suis tombée assez récemment et qui m'a fait moi frémir. C'est pas ça, mais c'est une base de données qui s'appelle Lexica, alors créée par une personne aux États-Unis, qui est en fait une base de données d'images générées par IA. Donc en fait, quelque part, vous tapez un mot-clé et puis il va vous sortir plein d'images par IA. Puis moi, je suis une femme qui travaille dans le domaine agricole. Alors, je ne sais pas pourquoi, ma première recherche, j'ai tapé agricultrice. Ça, c'était il y a 3 mois. Hein. J'ai même écrit un LinkedIn dessus. Donc, je me suis dit, il va corriger monsieur. Voilà. Agricultrice. Voilà. C'est bien connu. Les agricultrices, elles font... elles sont dans les champs en petite tenue. Je vous cache pas que même quand on clique, parce qu'en fait il y en a plus, hein, on tombe vraiment sur voilà. Hein, vous voyez bien les agricultrices? Ouais. Alors, on entend les rires, hein, tu les entends aussi, Sonia, dans la salle. Mais le problème, c'est que c'est ça qui se passe. Et c'est en fait la sous-représentation, ça donne ça. Et ça donne aussi, en fait, je me sens touchée, moi, en tant que personne, en me disant, mais c'est ça, cette représentation, elle est là. Puis elle sera là peut-être pour ma fille, pour mes enfants. Et je pense que ça, c'est la partie de l'iceberg, mais en fait, elle est là partout, hein, dans notre société. Et puis, elle peut conduire à des biais qui font des vraies discriminations. Alors, il y avait un autre exemple que citait Aurélie Jean, hein, qui est très, très connu sur l'Apple Card aux États-Unis, où en fait, le taux d'emprunt des femmes, en fait, a été calculé sur les anciens taux d'emprunt. Donc, il y avait des femmes, mais très peu, qui avaient des salaires moins élevés que les hommes. Et donc, du coup, elles se sont retrouvées avec des taux d'emprunt moindres, sans aucune raison, avec des salaires équivalents, etc. Et donc, d'ailleurs, c'est arrivé, Catherine. Voilà. D'ailleurs, c'est arrivé à un très haut cadre de Microsoft. Lui et son épouse qui gagnaient très bien leur vie. Lui, il avait ce très bon scoring et pas elle. C'est comme ça que c'est. Voilà. Ouais. Donc là, on le voit dans des choses qui prêtent peut-être moins à conséquence que la santé. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir en tête quand même toutes ces questions-là. Alors du coup, on va faire venir nos autres intervenants parce qu'on va essayer de s'approcher de ces sujets aussi avec l'œil plus scientifique sur le domaine de la santé. Et donc, les personnes qui étaient prévues sur la table ronde, et j'espère que l'introduction vous a quand même un tout petit peu inspiré. Il y avait Alexandre qui nous rejoint depuis ce matin. Et puis, il y avait Emmanuel Presta qui peut nous parler du projet, d'un projet French Gut qui est aussi pour augmenter les sources. Oui, venez vous asseoir.
avec nous. Moi, je vais poser les questions à Sonia. Et puis, on va rebondir dire un peu sur ces sujets-là. Donc Sonia, en fait, je reviens vers toi pour le tout début. Donc tu as parlé des biais. Tu veux peut-être parler de leurs conséquences un petit peu ou des solutions? Oui, d'accord. Oui, merci aussi pour les exemples, surtout les cliquages. Je verrai ce qu'ils donnent pour femmes dans la finance. Je te dirai après, voilà. Bref. Donc, comme on a vu, comme l'IA, c'est la rencontre d'une part des données, d'autre part des algorithmes sur des machines de plus en plus puissantes. Donc, quand les données et les algorithmes sont intégrés dans ces modèles IA, s'il y a des risques de biais, c'est aussi bien à cause des données que des algorithmes eux-mêmes, d'une part. Tout à l'heure, voilà, ça c'est pas seulement les données. Donc, en conséquence, en utilisant des données du monde réel, je mets des guillemets, et avec des humains pour concevoir les algorithmes, je mets humains, mais j'aurais pu dire des hommes, puisque c'est 9/10 sont des hommes chez les programmeurs. Donc, on reproduit, voire on amplifie les biais de la société aujourd'hui. Par exemple, les biais peuvent être trouvés dans les données d'apprentissage initial, ce que tu as expliqué, Catherine, avec l'exemple de la carte crédit d'Apple, les anciens modèles, ou alors dans l'algorithme, ou proprement dit, dans les prédictions produites par l'algorithme. C'est un effet qui s'enchaîne. Donc, et si on fait ça, le problème, c'est non seulement c'est injuste, ok, mais ça veut dire que les entreprises peuvent pas tirer profit des systèmes puisqu'ils produisent des résultats incorrects. On se dit, tout ça pour ça, et en plus, on investit tellement, on a des résultats non corrects, et en plus, on suscite la méfiance, et parce que les gens se méfient et ne veulent pas être discriminés. Voilà les conséquences d'un biais. Alors, ce qu'on peut faire, est-ce que je peux, parce qu'il y a un problème qu'on a identifié, je peux tout de suite parler de solutions possibles, Catherine, ou peut-être qu'on en parle tout à l'heure? Oui, tout à fait. Maintenant, bon, voilà. Alors voilà, c'est ambitieux, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, on identifie, puis on élimine les biais de l'IA. Alors, si vous voulez faire, c'est très ambitieux, donc il y a pas mal d'étapes, plusieurs étapes. D'abord, faut surveiller. Je vais faire une anaphore, hein. Je vais mettre surveiller tout le temps, mais je devrais plutôt dire être vigilant. Il faut surveiller les ensembles des données et les algorithmes d'apprentissage automatique et d'autres éléments des systèmes. L'exemple que tu as donné, Catherine, si on met que des femmes très jeunes sur les réseaux sociaux et pas de nonagénaires, eh bien, une nonagénaire, selon l'IA, ça sera quelqu'un de 70 ans, par exemple. Voilà. On aura, quoique Sigourney Weaver a 70 ans, et voilà, on aura elle et pas une nonagénaire. Voilà. Alors, deuxièmement, il faut surveiller donc les données d'entraînement, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'apprentissage, c'est-à-dire les détecter pour détecter toute présence de biais. Donc, ça veut dire que c'est un travail très long et très minutieux, mais nécessaire. Ça revient à examiner l'échantillonnage des données que vous avez et voir s'il y a des groupes surreprésentés ou sous-représentés dans vos données d'entraînement. Tu parlais de Belle Deschamps tout à l'heure, mais ça peut être l'algorithme de reconnaissance faciale. Vous vous souvenez d'un cas où Michelle Obama jeune était confondu avec un gorille au début de l'IA, ça avait fait du bruit il y a une dizaine d'années. Des données de sécurité ou des données d'apprentissage, enfin comment on étiquette les données. Par exemple, le fiasco d'Amazon et le recrutement, qui fait qu'on a recruté que des garçons et pas des filles, c'est dans ces données. Donc une fois que vous avez surveillé les ensembles de données, une fois que vous avez surveillé les données d'entraînement, ensuite il faut surveiller les algorithmes, c'est-à-dire que en utilisant ces données et on est tenté, enfin quand je dis on, c'est les programmeurs, enfin nous, on est tenté de les pondérer suivant nos préjugés, et donc on accorder plus d'importance à cet ensemble de données plutôt que d'autres, et ça veut dire qu'on va répéter les erreurs et on aura des résultats incorrects. Donc ça veut dire que vous pondérez, puisqu'on parlait de la banque tout à l'heure, d'Apple Card, un développeur qui pourrait pondérer des facteurs dans sa prise de décision de l'algorithme, donner une note plus ou moins importante suivant ses propres préjugés. Ces 3 points. Donc après, là, j'ai été un peu technique en parlant des données et des algorithmes. Là, je voudrais être plus sociétal, général. Il faut être vigilant quant à la diversité des équipes de conception. Comme ça, vous aurez des points de vue différents, des compétences complémentaires et
et un questionnement plus riche tout au long du projet. L'exemple que j'aime donner, c'est sur Apple encore, sur la première fois que Apple Health, vous avez un iPhone, a été lancé. Dans les cycles de santé, on avait oublié les cycles menstruels des femmes. C'est juste la moitié de l'humanité qui avait été oubliée et forcément les concepteurs fort à parier qu'il n'y avait pas de femmes dans le panel. Voilà. Et le dernier point auquel nous, au Cercle Interrel, on tient beaucoup, on met l'accent, c'est la gouvernance. Ce qu'on entend par gouvernance, c'est être capable de gérer, de surveiller, enfin, surveiller, disons de diriger, de gérer les activités de l'IA. Enfin, ça veut être orwellien, mais en fait, il s'agit simplement d'établir un ensemble de bonnes politiques et de bonnes pratiques pour guider le développement, pour une utilisation responsable de l'IA. Et si c'est bien fait, ça veut garantir un équilibre entre l'utilisation non éthique de l'IA, et puisque vous êtes dans Big Pharma, Life Science, vous voyez ce que je veux dire, et d'autre part, les bénéfices que l'IA apporte aux entreprises, qui justifient les investissements. Et c'est un domaine essentiel quand j'ai de notre pacte pour une IA responsable et non sexiste. Par exemple, nous mettons à disposition des entreprises du cercle Interrel et celles qui signent le pacte qui nous rejoignent un ensemble de bonnes pratiques et de boîtes à outils pour juger les projets, évaluer les projets tout au long de leur vie, de la conception jusqu'au déploiement et aux itérations. Voilà mes propositions pour une IA de confiance. Un très gros trait. Et je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet plus après. Merci beaucoup Sonia. Alors voilà, nous aussi chez Bayer, on n'a pas un pacte, pas encore. C'est quelque chose sur lequel on va travailler, je pense. Par contre, on a quelques initiatives qui sont portées en interne dans différents groupes, qui se rapportent à ton troisième point sur le recrutement. Je suis très très contente qu'on ait une audience très diverse, mais c'est vrai qu'en data science, les chiffres le montrent, on va dire pur et dur sur vraiment le codage d'algorithmes, on a un déficit de femmes, c'est très très clair. Alors il y a eu 2 initiatives qu'on a faites nous pour essayer de changer ça et qui sont des choses pour le recrutement. Ah, je vois que j'avais pas prévenu Philippe, excuse-nous, super. Alors j'essaye. Donc il y en a une, en fait finalement c'est juste des role modeling, c'est-à-dire comment on montre à d'autres jeunes femmes qu'elles peuvent venir sur ces métiers et que ce sont des métiers ouverts pour les femmes où on réussit. Donc depuis 2018, on nomine en interne 6 femmes qui sont mises en avant dans les réseaux sociaux et présentées en portrait individuel et puis en groupe. Elles sont bioinformaticiennes, modeleuses, spécialistes d'IA, etc. Je crois que la plus belle histoire qu'on a eue, c'était Dina Gagis qui est ici, qui a quitté Bayer maintenant, qui est chez Ernst & Young, je crois, en Égypte, et qui continue à former des personnes en langue arabe aussi sur l'IA, avec beaucoup d'inclusivité pour engager les jeunes femmes à y aller. Et puis une autre initiative qu'on a eue que je peux vous montrer, ça vient de Bayer Pologne, où on a un gros centre en fait de recrutement sur l'IT et l'IA, et où ils ont fait une campagne publicitaire pour recruter, basée sur leurs propres employés, mais qui, on va dire, ça s'appelle Tech Wizard, et en fait, dedans, il y a vraiment un effort de représentation différent, je trouve, et assez réussi pour ma part, pour essayer d'engager les femmes à venir en fait et à venir dans ces métiers de la data. Donc voilà, ça c'était mon petit aparté sur juste comment on fait nous pour finalement faire venir des talents très divers, et je pense que c'est vraiment un effort à faire de partout sur ces sujets-là. Mais une autre approche dont tu as parlé, c'est vraiment de travailler sur les données et d'aller se dire, tiens, en science, on a des données, on en parlait ce matin,
très focalisé sur un sujet en particulier. On est dans le milieu de la recherche, on va avoir généré nos données sur finalement une zone d'étude très qui nous permet de répondre à nos questions, mais qui ne reflète pas finalement peut-être l'ensemble de la vie réelle et de toutes les situations sur ces thématiques-là. Et donc on va aller chercher autour plus de diversité. Beaucoup plus de diversité. Donc, c'est dans ce sujet-là que, voilà, on peut peut-être discuter, échanger sur le fait que les données de la vie réelle permettent de réduire les biais. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Et voilà, je pensais vous adresser la question, Alexandre, ou comme vous voulez. Vous êtes parti, je suis désolée. C'était pas très inclusif. Je n'avais pas vu au début, j'étais un petit peu long à réagir, et je gênais la vue. Alors, en ce qui concerne, alors moi je suis Emmanuel Presta, je travaille chez MaaT Pharma, je chapeaute les activités de data science de la start-up. Donc Mathieu en a parlé un petit peu, on est une pharma, on est 60 à peu près aujourd'hui. On a un essai clinique en phase 3, donc on espère aller au bout. Là, ce serait vraiment top, évidemment. On a donc cet essai clinique est dans une maladie rare, c'est la maladie du greffon, donc chez des patients qui la plupart du temps ont une maladie du sang, qui ont eu une chimiothérapie qui n'a pas fonctionné, ils ont une greffe de cellules souches qui est en phase de rejet. On propose notre microbiothérapie pour restaurer la symbiose au niveau intestinal, pour l'aider à reprendre vie. Alors c'est une maladie très très grave, hein. Il y a 80% de survie à 6 mois. Pardon, c'est l'inverse. 20% de survie à 6 mois. Voilà. Nous, notre métier, alors ça c'est la première indication qui est plutôt une maladie rare, mais on a d'autres médicaments sur le pipeline vers d'autres maladies. Et nous, notre métier, c'est de soigner des patients en oncologie par la voie du microbiote. Et on a besoin pour ça, le but c'est de restaurer un microbiote sain pour un petit peu restaurer le cercle vertueux de la fonction barrière, le dialogue avec le système immunitaire, enfin toutes les choses qui sont finalement pas que de l'ordre de l'intestin. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas qu'aux maladies intestinales. Et quelque chose de très important pour nous, c'est de savoir, alors déjà donner un produit. Donc nous, c'est des full écosystèmes. C'est-à-dire qu'on ne sélectionne pas une souche ou un ensemble de souches. Notre credo, c'est de balancer, entre guillemets, un maximum de diversité microbienne saine, donc qui viennent de donneurs sains. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'un donneur sain? Donc aujourd'hui, pour nous, un donneur sain, on restreint un petit peu l'âge. On a un questionnaire sur les habitudes de santé. Voilà, il ne fume pas, il ne prend pas trop d'alcool. Et puis évidemment, il y a toute la batterie de tests de pathogènes, tout ce qui est possible en PCR. On a beaucoup entendu parler des tests PCR pour le Covid. Donc nous, il y a des tests hyper sensibles, une batterie de tests hyper sensibles sur tous les dons qui sont faits par les donneurs et aussi par le produit une fois qu'il a été fait. On a toute une phase. En fait, nous, en plus, pour augmenter la diversité, on mélange les microbiotes de plusieurs personnes. Donc on reteste après avoir mélangé. Donc voilà, pour l'instant, notre produit est assez généraliste et notre notion du donneur sain, c'est des dons de personnes qui vont bien et pour lesquelles il n'y a pas de pathogène.
On aimerait un jour aller un petit peu plus loin. C'est l'idée de savoir qu'est-ce qu'un microbiote sain. Alors il y a déjà eu des études qui ont montré qu'il n'y a pas un microbiote sain. Il y a plusieurs familles de microbiotes sains. Il y a celui qui est plutôt drivé par voilà, un phylum qui s'appelle les firmicutes. C'est des gens qui sont plutôt qui mangent pas trop de viande. Il y a ceux qui mangent voilà, qui sont plutôt en régime alimentaire, steak frites, ils ont un microbiote sain aussi parce que quand on récupère leur microbiote, ils ne sont pas malades, ils vont très bien aussi. Et donc ils ont un autre type de microbiote. Et effectivement, ils ne ressemblent pas à un microbiote de végétarien, je vous le confirme. Et puis il y en a un autre. Voilà. Il y a des notions comme ça qui sortent, mais pour l'instant, c'est des petites études sur des petites cohortes. Le microbiote, c'est quelque chose qui coûte cher quand même à caractériser parce qu'on doit savoir quels sont les génomes, ou du moins ou des gènes marqueurs, mais les génomes d'un ensemble de bactéries qui peut aller jusqu'à 300 bactéries 300 espèces de bactéries. On a 50 000 milliards de bactéries. On a autant de bactéries que de cellules humaines. Et on a 300 espèces. Et on a 500 fois plus de gènes dans notre microbiome que de gènes humains. Donc tout ça caractérisé, c'est long, c'est cher. Oui, j'en viens là. Je présume qu'à partir de là, vous allez nous parler du French Gut. Voilà, exactement. Bonne transition, Catherine. Voilà, parce que faire ça, mutualiser, essayer d'étudier de nombreuses personnes. Voilà, donc nous, on étudie nos donneurs, mais nos donneurs, ils viennent pas de toute la France. Ils sont pas représentatifs de tous les individus sains qu'on pourrait trouver. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme microbiote qui ressemble à un microbiote sain, mais peut-être le type A ou le type B, parce que dans tel type de maladie, peut-être que c'est le type C qui marche mieux que le type A. Mais aussi, tout simplement, nous, moi, en tant que data scientist, savoir mesurer la restauration du microbiote chez nos patients. Et là, c'est super intéressant d'avoir un projet comme le French Gut, où aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà 5000 échantillons qui sont en cours d'analyse, et je sais qu'il va y avoir une première publi ils vont publier au fil de l'eau, en fait. C'est pas les 100 000, tout à l'heure on a parlé des 100 000 sujets pour lesquels, qui ne sont pas que des sujets sains d'ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc les 100 000 sujets pour lesquels on échantillonne le microbiote. On va savoir quels ont été leur mode de vie, parce qu'il y a un questionnaire, une 60 questions sur effectivement ce qu'ils mangent. Alors, pour l'avoir fait, je l'ai fait récemment parce que je savais que j'allais parler de ça. J'ai fait le questionnaire, et c'est très très long et très très précis, toutes les questions sur la nutrition, sur aussi comment on vit, combien de personnes, et bon évidemment où, etc. Et alors que nous, pour l'instant, les microbiotes sains qu'on a, c'est ceux qui sont en général en marge d'études de microbiotes de patients. Et donc, en général, ça va être plutôt des gens qui peuvent peut-être se ressembler d'une certaine manière, qui habitent pas très loin de l'hôpital, peut-être même plus souvent, ça peut être des étudiants qui voient l'affiche de recrutement dans l'hôpital. Là, on va avoir quelque chose de n'importe qui habite en Lozère, qui aura entendu parler du microbiote, il est allé sur Internet, remplit son questionnaire, et il va envoyer son échantillon. Alors je crois qu'on essaye de faire quelque chose. Alors, du coup, on va avoir vraiment une image bien plus globale. Puis il faut dire que ce French Gut, il fait partie d'un consortium un peu plus important qui est le Million Microbiome Human Health, ou quelque chose comme ça. Et donc il va y en avoir encore un petit peu plus. Mais le French Gut, il va un peu plus loin sur les questions, sur l'ensemble de questions. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'équité totale parce que je crois qu'il y en a un peu trop de femmes. D'accord. Il y a un peu trop de femmes. Donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Et il n'y a pas assez de jeunes. Alors si vous connaissez des jeunes hommes qui veulent donner au French Gut, ça rééquilibrerait un petit peu l'idée. Mais voilà en quoi c'est important pour nous. Parce que c'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire moi je peux... C'est une initiative, c'est organisé par l'INRA en particulier, enfin c'est un projet de l'INRAE. Mm-hmm. Et n'importe qui, c'est gratuit, s'inscrit sur le site Le French Gut, répond d'abord à la question. Il y a des questions, il y a quand même quelques critères d'exclusion qui sont la prise d'antibiotiques et
et peut-être une ou deux prises de médicaments. Et sinon, même ceux qui ont des maladies chroniques, on va pouvoir aussi, ils peuvent donner, puis justement savoir qu'est-ce qui peut faire la différence entre quelqu'un qui a une maladie chronique, qu'elle soit intestinale ou même un cancer, et quelqu'un qui a un microbiote sain. Donc là, vous allez avoir une application directe des données de vie réelles sur un cas concret qui vous intéresse sur la suite de vos recherches, en fait. En fait, oui. Donc nous, on va pouvoir, ça va être vraiment, comment dire, valorisé pour nous parce que systématiquement, par exemple, nos donneurs. On fait typiquement les analyses, alors ça s'appelle les ACP, les statisticiens connaissent tous. On va trouver un donneur qui est complètement à l'ouest de tous les autres, on ne sait pas pourquoi, et on dit on l'exclut ou pas. Ben, on ne sait pas, il est donneur, il a passé tous les critères, c'est certainement un microbiote sain, mais il ne ressemble pas à ceux des autres. Mais effectivement, quand on aura 100 000 de plus à pouvoir comparer, on va se dire celui-là, oui, effectivement, c'était un microbiote sain, mais il est dans une population un peu plus rare. D'accord. Du coup, alors je me tourne vers Alexandre. On avait réfléchi un petit peu sur les questions aussi d'utiliser ces données de vie réelle. C'est parfait. Voilà, où il y avait peut-être des moyens en fait de réduire l'incertitude sur les cas d'usage. Oui, absolument. Effectivement, le mot-clé, c'est incertitude, mais si tu permets, j'aimerais réagir à ce qui a été dit par Sonia, je crois. C'est Sonia le prénom. Ouais. Par Sonia, et dans la continuité, ce qui a été dit par Hervé. En fait, on voit qu'il y a finalement 3 niveaux de réalité et surtout des usages très différents. C'est pas la même chose, l'approche des biais. C'est pas la même chose qu'il s'agisse de classifier, de prédire une valeur continue ou de simuler, par exemple. Et donc, on ne va pas avoir les mêmes types de biais au final. Déjà, c'est intéressant de se dire que ce n'est pas univoque, la notion de biais, par rapport aux usages. Et c'est ça qui est important quand même, les usages au final, c'est ce qu'on cherche à faire, et ce qui va être entaché de biais. Donc, première remarque, en fonction des usages, la nature des biais et les risques associés ne sont pas les mêmes. Deuxième remarque, je crois que c'est intéressant de réfléchir aux 3 couches de réalité dont on est en train de parler. Il y a la réalité à proprement parler, dont on a vu un certain nombre d'exemples dans la manière dont l'IA générative aujourd'hui aborde la réalité. On voit bien qu'elle est biaisée. C'était frappant dans les exemples que tu as partagés. Mais en réalité, cette réalité peut elle-même être inégalitaire. Il y a eu plein d'exemples qui ont été donnés. Un très bel exemple, c'est les États-Unis. On est sur une médecine extrêmement inégalitaire, d'ailleurs extrêmement peu coût efficace. C'est une des plus chères au monde et les moins efficaces. Et j'ai entendu souvent parler d'algorithmes entraînés sur des données américaines qui avaient des biais ethniques, etc. Mais on est sur un système qui politiquement est inégalitaire. Donc ce n'est pas nécessairement le problème de l'algorithme, c'est le problème de la réalité dans laquelle on travaille. Donc ça, c'est la première couche. Tu voulais réagir peut-être? Non, je te voyais. Non. Donc, et c'est important de se poser la question comme ça, parce que ça permet de savoir ensuite sur quoi on travaille et de ne pas confondre nécessairement la nature de ces biais qui peuvent être liés tout simplement à la réalité. La deuxième, c'est les données sur lesquelles on travaille, l'échantillon. Et on a vu, il y a eu plein d'exemples qui montrent que ces échantillons, c'est compliqué d'avoir un échantillon représentatif si on ne sait pas à quoi ressemble la réalité. D'où l'intérêt des données de vie réelle, c'est ce qu'a parfaitement exemplifié Hervé. En science, c'est la base, quoi. Comment faire pour augmenter sa diversité sans en connaître l'existence même, hein. Donc nous, sur les échantillons agricoles, c'est la réalité aussi, parce qu'on sert d'une souche de recherche scientifique qui est en général celle qui a été séquencée et qui a été récoltée il y a 20 ans dans un endroit... on ne sait pas trop, voilà. Parce qu'en plus on ne peut plus trop le faire maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a toutes les règles qui sont venues par-dessus, protocole de Nagoya, etc. Et donc on se base là-dessus, et puis on ne connaît plus la réalité terrain de l'année même, de ce qui va se passer avec la maladie qui va arriver sur le champ. Il est compliqué d'aller prendre nos échantillons et vérifier que ça ne va pas être résistant à tel produit ou telle variété aussi, par exemple de soja. Absolument, tu as raison, il y a le temps en plus, ça bouge dans le temps.
Ça ajoute une complexité supérieure. Mais les données, on a tendance à pas assez en parler de ce problème de représentativité, mais pour une raison simple, c'est que l'analyse de données est dominée par une culture statistique et qu'une des premières choses qu'on vous apprend quand vous apprenez les statistiques, c'est à faire des hypothèses dont vous savez qu'elles sont fausses, mais que vous devez faire si vous voulez travailler. Donc on en parlait tout à l'heure avec Michael, mes données sont représentatives de la réalité. On sait que c'est faux. On va tirer des conclusions, on va se dire, mais on n'arrive pas à répliquer. Bah oui, forcément, vu qu'on savait qu'elles n'étaient pas représentatives. Et ça, on est quand même sur des systèmes qui sont auto... bon, alors en même temps, on peut critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Il y a d'autres approches qui consistent, par exemple, à ne pas faire cette hypothèse-là. À se dire, on sait, elles ne sont pas nécessairement superposables. Mes échantillons ne sont pas nécessairement superposables. Ce sont des flashs locaux de ma réalité et je les traite comme tels. Et là, brusquement, il y a une conversion du regard, si on fait ça. Et la troisième couche, c'est ce qu'on tire de ces données-là. Et ce qu'on tire de ces données-là, c'est comment on le valide sur d'autres échantillons ou sur des données de vie réelle. Et donc, il y a une boucle qui se boucle, et ensuite, on peut effectivement vérifier si ce qu'on tire des données au niveau de la troisième couche et les recommandations qu'on peut en extraire biaisent les décisions et vont rendre le système encore plus inégalitaire qu'il est, c'est-à-dire la vie réelle. Voilà. C'est peut-être une sorte de framework qui permet de résumer et de neutraliser finalement tous les degrés de liberté qu'il peut y avoir dans ces sujets qui sont quand même complexes. Donc ça, c'est un peu le préambule. Et puis rassure-toi, la suite va être plus courte que le préambule. Parce que la question sur l'incertitude, en fait, elle est extrêmement intéressante justement pour aller dans la continuité de maths qui, comme beaucoup de biotech, est en phase 3 et attend le résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'on sait assez peu, c'est que... Alors d'abord, on le sait, la majorité des études cliniques, y compris de phase 3, échouent, déjà. Et pour des raisons, c'est un peu la loterie, hein. C'est-à-dire, c'est quand même une industrie qui joue à la roulette russe avec 5 balles systématiquement dans les essais. C'est quand même ça. Mais tout le monde est habitué, en fait. Parce que, finalement, on n'a pas trouvé mieux. Il y a des méthodes meilleures qui existent, mais il y a une sorte d'inertie comportementale de l'industrie. Et la deuxième chose, c'est que même quand vous avez une phase 3 positive, c'est pas sûr que, vous soyez autorisé. Il y a des exemples de challenge. Oui, mais attendez, c'est quoi le bénéfice-risque à long terme ? Attendez, j'ai une étude court terme. Oui, mais c'est quoi le bénéfice-risque à long terme ? Et ceux qui progressent plus rapidement, est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance par rapport à ci ou ça, etc. C'est pas la fin du parcours, une phase 3 positive. Et ça tient évidemment à la représentativité des données, mais aussi à quoi on se compare. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais, il y a dans cette indication cible 20% des patients qui survivent à 6 mois. On peut se poser la question, si le traitement fait 25%, de se dire, oui, mais alors les 20%, c'est une moyenne. Est-ce qu'on est plutôt dans l'échantillon actif, qui prend le traitement actif, dans la partie haute de ceux qui survivent beaucoup ou dans la partie basse ? Et là, brusquement, on se pose la question de la représentativité du bras actif par rapport à la population cible. Et là, les données de vie réelle deviennent clés. Donc, on est typiquement là dans des problématiques qui intéressent non seulement les agences réglementaires pour l'homologation, mais la prise en charge économique aussi. Les organisations comme la HAS en France, la Commission de transparence, le CES, et leur équivalent au niveau européen et international, sont presque même plus exigeantes par rapport à ces contrôles que le sont les agences réglementaires. Et donc, commence à arriver l'usage de données artificielles, entre guillemets, qui vont être générées en partie avec des méthodes transparentes basées sur des statistiques, en partie avec de l'IA générative, et pour justement réduire cette incertitude qui est intolérable pour ces agences qui ont nos vies et nos santé entre les mains. Ou peut-être je reprendrai après. Je sais que l'idée, ce n'était pas de challenger les 20-25% de Math Pharma, mais ça me fait rebondir sur quelque chose, je ne sais pas si on peut parler de données de vie réelle, mais quelque chose de très intéressant qu'on essaye un petit peu de valoriser dans le dossier réglementaire. Évidemment, on est déjà en train de constituer dans l'hypothèse que la phase 3 est positive. C'est qu'on a l'accès compassionnel. Donc l'accès compassionnel, ou Early Access Programme, ça permet à des médecins qui sont dans les centres où se passent nos essais cliniques et qui peuvent proposer à des patients qui ne rentrent pas exactement dans les critères d'inclusion de notre essai clinique le médicament, parce qu'ils considèrent celui-là, il n'est pas stéroïde résistant, mais j'aimerais bien lui donner une chance supplémentaire parce qu'il n'y a plus d'opportunités thérapeutiques. Et donc, mine de rien, on constitue une base de données qui est beaucoup plus importante que la base de données de notre essai clinique
On attend 65 patients. Et ce qui me fait dire qu'on est assez optimiste aussi sur le critère. Alors, ce n'est pas l'overall survival, notre endpoint primaire, mais on voit qu'on améliore la survie des patients, on l'a déjà vu sur la phase 2. En fait. Donc, données de vie réelle, on n'y est pas encore. C'est un médicament qui n'est pas encore commercialisé, donc on ne rentre pas du tout dans la définition. Mais l'idée de tirer parti, je pense que ça peut être intéressant qu'on s'y intéresse. C'est peut-être pas très connu lorsqu'on ne vient pas de la clinique. Alors, tous les cliniciens connaissent ça, mais de s'intéresser à ces données proches des essais cliniques, mais qui sont faits en marge et que les pharmas récupèrent quand même, parce que c'est intéressant. Puis nous, économiquement, aussi un petit peu, parce qu'on le vend, du coup. Du coup, ça va me permettre de rebondir sur peut-être la dernière question, mais je ne sais plus à qui elle allait être adressée. Donc voilà. Mais je vais vous la poser quand même. Il y a des problématiques éthiques derrière tout ça, soulevées par l'usage. Alors, on a parlé ce matin des difficultés techniques aussi, mais elles sont probablement surmontables sur l'anonymisation, le partage, la vente. Enfin, vous êtes en train d'essayer de les utiliser, donc peut-être vous pouvez commenter sur ce sujet-là. Alors oui, nous, ce qui est notre... je ne vais pas parler en tant qu'expert comme Sonia, je ne suis pas capable d'avoir une overview aussi importante, je parle en tant que Mad Pharma ou notre expérience. Sur notre essai de phase 2 qui s'appelait Héraclès sur 23 patients, évidemment, régulièrement, on réutilise ces données, on veut les comparer aux données de l'accès compassionnel, on va vouloir les comparer ou peut-être les fusionner avec les données qui sont de notre phase 3 pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des mécanismes d'action, etc. Et là se pose souvent la question des consentements. Et nous, c'est un petit peu particulier. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de patients, mais malheureusement, si on a besoin de faire un retour vers le patient, il n'en reste pas beaucoup. Notre essai clinique de 2019-2020. Et alors, Mathieu, il serait plus pertinent que moi pour expliquer comment ça fonctionne dans ces cas-là et pour se permettre d'utiliser la donnée ou pas, mais c'est pas une question simple, quoi. Déjà, oui. Comment est-ce qu'on a le consentement d'une personne décédée ? Alors, je crois que dans la table ronde 3, on abordera ces sujets-là, si je ne me trompe pas avec Mathilde. Merci, du coup, d'avoir partagé cette approche et cette introduction de nouvelles données de la vie réelle dans les phases de recherche. C'est très intéressant. Je me tourne vers Sonia. Est-ce que tu voulais rajouter quelques mots sur notre discussion ? Parce que du coup, merci d'avoir... Non, oui, je t'en prie. Non, j'étais très sensible à la mention de l'éthique, justement. Et donc, puisque au-delà des algorithmes et des données qu'on a évoquées, c'est ce qui nous guide, c'est l'éthique et la bonne utilisation et être responsable. Et donc, rejoignez-nous si vous voulez nous rejoindre au groupe de travail Faméliade qui est mixte du Cercle Interrel. Merci. Merci Sonia. Alexandre, tu veux dire un mot sur la fin ? Peut-être une chose, mentionner les LLM, les GPT. Donc, je ne sais pas, parmi vous, qui l'utilise toutes les semaines ? Le ChatGPT ou équivalent. Tous les jours. Tous les jours. Toutes les semaines, il y en a plus. Modèle. Donc 20%. Non, Catherine, j'utilise Watson X, le modèle d'IBM, Watson X. Voilà. D'accord. Okay. L'éthique a une certaine limite. Hein. Et on a à peu près 20% qui en utilisent. C'est intéressant. On en reparlera peut-être sur la table de productivité. Oui, juste un truc de biais d'âge. Si je pose la même question à des étudiants
j'ai 80 à 90% qui lèvent la main, voire même 100% parfois quand on a des jeunes qui nous visitent. Alors, je pose la question parce que du point de vue des biais, il m'est arrivé, j'ai une anecdote à vous partager. On sait que ces technologies font des erreurs, on appelle ça l'hallucination. Alors c'est plus ou moins évident, hein. Là hier j'ai eu un exemple pas évident du tout et qui aurait pu passer à travers si j'avais pas parlé à un expert humain juste derrière. Et ça aurait pu avoir des conséquences importantes en plus. Donc il faut vraiment faire attention. Mais voilà l'anecdote. J'étais en TGV, Paris-Lille, avec une connexion pour ceux qui prennent ce train-là pas terrible. Donc je posais des questions, j'étais sûr que je ne sais plus quel sujet, et à un moment donné, et ça ramait, ça répondait quand la connexion n'est pas bonne évidemment. Et à un moment donné, je pose une question, parce que je travaillais là-dessus, sur l'extraterritorialité des lois américaines. Je ne sais pas si certains connaissent, hein, mais en gros c'est les lois américaines qui s'appliquent dans le monde entier dès lors que il s'agit de transactions en dollars ou de données, ou je sais pas. Dès qu'il y a quelque chose qui est lié aux États-Unis, que les lois américaines s'appliquent. C'est comme ça que pour des questions de bribery, de corruption, etc., des sociétés françaises qui avaient, ou d'autres pays, hein, qui avaient été condamnées pour corruption, ont dû fournir toutes les informations pendant l'instruction, donc évidemment confidentielles, hein, à des sociétés entre guillemets indépendantes, des experts américains, parce que tous les cabinets sont américains. Bref, j'avais parlé avec des gens de comment dirais-je, de la défense qui travaillaient là-dessus. Et donc je travaillais sur ça, et j'ai posé la question à ChatGPT sur le fait que, enfin je posais la question, est-ce que les lois comment dire, l'extraterritorialité du droit américain n'est pas un outil de l'impérialisme économique? Je lui ai posé cette question-là. Je pense que la réponse a dû être... Ah non, mais alors là, moi, j'ai eu un frisson. J'ai eu la réponse en un quart de millième de seconde. C'est-à-dire, bon, alors ça c'est la connexion, il y a sûrement eu de l'aléa là, évidemment. Mais alors la nature de la réponse était quand même... bon, je ne veux pas vous le faire, mais alors là, il y avait clairement un parti pris. C'est-à-dire que généralement, quand on pose la question à ces technos-là, et ils font le pour, le contre, etc., ils ont un truc assez neutre. Là, c'était très préoccupant parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas eu une programmation sur une série de sujets assez sensibles. Enfin voilà. Donc, et je trouvais que dans le sujet des biais, c'était... je pense que c'est super important que tu remettes ça sur le tapis parce que c'est en fait... c'est notre éthique, mais aussi notre esprit critique qu'il faut toujours avoir là à côté de nous, et en particulier avec ces outils qui arrivent et puis qu'on trouve tellement faciles, tellement voilà, qui mettent tout à notre portée, et puis on en rêve. Vous l'avez fait pour le hackathon. Je pense que l'usage des LLM va nous permettre de peut-être faciliter l'acceptation, etc. Mais avec en effet tous les biais qui seront là et qu'on ne peut détecter que si on est éduqué pour se dire, pour les chercher, et donc aller voir peut-être de temps en temps un expert et lui demander, voilà, tant qu'on aura des experts. Du coup, donc la boucle était un peu bouclée, mais bon, on est quand même des fans de leur usage. Alors il faut juste bien les connaître pour pouvoir lutter contre les biais. Et je pense que voilà, les chartes, comme développe aussi Sonia, sont vraiment super. Voilà. C'est une charte et aussi une boîte à outils, un ensemble d'outils, de méthodes pour évaluer où vous êtes sur, vous êtes avancé sur disons, les bonnes pratiques de l'IA, sur l'IA responsable. Et pour vous évaluer, ensuite vous améliorer et après devenir exemplaire. C'est un cercle vertueux.